Bonjour à tous. Voilà, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième enregistrement. On a une magnifique journée en Nouvelle-Calédonie, même s'il semblerait qu'il y ait une formation cyclonique qui se manifeste peut-être d'ici quelques jours. J'en profite pour refaire mes enregistrements en extérieur. Donc dans la première vidéo, vous vous souvenez peut-être que je vous ai expliqué qu'il était possible de faire des séances d'hypnose via Internet, même si c'était pas peut-être aussi bien que le présentiel, c'était déjà très satisfaisant, surtout en cette période de confinement. Et c'était également très bien de faire des séances génériques, comme on peut en trouver pas mal sur YouTube ou sur les autres chaînes. Alors ce que vous entendez là, c'est les oiseaux et puis également le parasol qui bouge avec le vent. Donc ça couine un peu, on a l'impression que je suis sur un bateau. Bon, pourquoi pas, c'est sympathique aussi d'être sur un bateau. Donc les questions qui reviennent souvent, c'est qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Et surtout, est-ce que j'y suis sensible? Donc je vais y répondre, si vous permettez, en abordant par plusieurs définitions qui ont déjà été établies. C'est pas évident de définir l'hypnose. Pas aussi évident qu'on pourrait définir précisément un palmier, sa variété, ou une chaise, ou un fauteuil, évidemment. Pourquoi? Parce que ce n'est pas matériel. Donc je ne vous donnerai pas la définition de l'hypnose, mais plutôt ma définition basée sur ma propre expérience, qui a une bonne dizaine d'années maintenant. Vous allez peut-être entendre parler avec l'hypnose de conscient et d'inconscient. Alors allons-y. Premièrement, c'est un voyage entre le conscient et l'inconscient et inversement. Si cet accoudoir c'est le monde du conscient, on pourrait caricaturalement dire que c'est le monde de l'éveil, la journée. Le yang pour les fans de taoïsme. Et du coup cet accoudoir devient la nuit, le monde du sommeil, le yin et l'inconscient. L'hypnose se situe donc entre les deux. Pas là, ni là, entre les deux. D'accord? C'est pour cette raison que vous ne m'entendez pas parler d'état hypnotique. Parce que, est-ce que le voyage entre deux états est un état? Personnellement, je ne pense pas. Il peut y avoir des étapes dans ce voyage, auquel cas on pourrait peut-être parler d'état, et c'est ce que font les hypnotiseurs de spectacle, puisque eux, ils parlent d'états somnambuliques, ou de transe profonde. Parce que leur objectif, c'est d'emmener les gens très profondément en transe, ici. De façon à ce qu'ils soient au plus, si vous voulez, qu'ils incarnent leur inconscient. Ce qui explique ce qui se passe. C'est-à-dire que, bonjour madame, vous êtes en transe, quand vous allez ouvrir les yeux, vous ferez le chien. Et la personne, dans sa tête, puisqu'elle n'est pas complètement coupée de sa conscience, elle est entre les deux, se dit, pas du tout, moi je me donne pas en spectacle, et quand ses yeux s'ouvrent, elle se surprend à faire waf, 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 waf. En réalité, elle est ici, les yeux ouverts. Elle n'est pas éveillée. Elle est en transe, les yeux ouverts, contrôlée par son inconscient. Et puis la deuxième fois, ou plutôt deuxième réveil, ce qui est le vrai réveil, il la ramène ici, et lui dit alors, madame, qu'est-ce que vous avez vécu? Et souvent, les personnes disent, je voulais pas, mais je l'ai fait quand même. Vous m'avez contrôlé. Eh bien, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il se peut surtout que cette personne soit plus complexe que ce qu'elle croit. Parce que cet hypnotiseur aurait très bien pu dire, s'il vous plaît, pourriez-vous faire le chien? Qu'elle l'aurait fait quand même. Son inconscient contrôle tout. Et même si consciemment elle ne veut pas faire le chien, eh bien il existe un espace d'elle-même qui veut bien faire le chien. Alors je vous rassure, on dit quand même que notre inconscient, il est garant de notre intégrité physique, psychologique. C'est-à-dire que si vraiment quelque chose ne doit pas être fait, ne sera pas fait. Mais c'est étonnant. Vous voyez, par exemple, je parle avec les mains,
Et c'est plus fort que moi, hein. Je le fais inconsciemment, je ne choisis pas le geste que je vais faire l'instant d'après quand je vais dire ce que je dis. Mais comme je suis plutôt encore conscient, plutôt par là, je peux m'en empêcher. Je peux bloquer mes mains. C'est pas très amusant. En même temps que je vous parle, il faut que je serre mes pouces, il faut que je garde une conscience sur mes mains, sinon je sais qu'elles vont à nouveau s'envoler. Maintenant, imaginons que je sois en transe, et je vais réutiliser mes mains parce que c'est trop difficile. Je serai là, très profondément en transe, et qu'on me dise, tu vas ouvrir les yeux et tu parleras avec les mains. Et que dans ma tête, je me dise, non, non, pas du tout, je vais faire ça, et je pourrais très bien vouloir avoir l'intention de ne pas parler avec les mains, qu'elles parleront quand même, parce que je n'ai plus le pouvoir conscient d'empêcher cette aptitude. Et ce qui est amusant, c'est de constater que ces personnes qui peuvent penser qu'elles ont été contrôlées ne réalisent pas que c'est déjà des états qu'elles ont pu vivre ou qu'elles ont déjà remarqués autour d'elles. Même si c'est un petit peu différent, par exemple quelqu'un qui est très timide et qui boit un peu d'alcool peut être au début de soirée sous la table et en fin de soirée à danser sur la table. C'est la même personne. Sauf qu'elle n'est pas dans un état modifié de conscience, elle est dans un état de conscience altéré. C'est-à-dire que là, son conscient, il est endormi, il n'y a plus personne. Et elle est son inconscient, qui a envie de danser, qui a envie de se défouler, peut-être, tout simplement. C'est quand même elle, hein, c'est pas la bouteille qui l'a fait danser. Hein. C'est juste que sa conscience a été altérée. Et au fur et à mesure qu'elle boit, eh bien, elle va altérer également son inconscient. Ça explique aussi qu'elle peut rentrer chez elle en pensant que c'est la voiture qui l'a ramenée, comme on entend souvent, la voiture m'a ramené, parce qu'elle n'a aucun souvenir. Comment pourrait-elle avoir des souvenirs conscients si son conscient dort? Elle a conduit par automatisme, elle a conduit inconsciemment. Autre exemple aussi de la vie courante, quand une personne va dans une colère excessive, ou très importante, on peut imaginer qu'elle est en transe. Elle n'a pas contrôlé ça. C'était plus fort qu'elle, et dans cet espace-là, parfois, elle a même une mémoire qui est altérée, c'est-à-dire elle ne se souvient pas de ce qu'elle a pu dire. Probablement qu'elle était alors très profondément en transe. Alors on entend également, oui mais est-ce que je suis sensible à l'hypnose? Puisque vous voyez bien, en hypnose de spectacle, il y a seulement 10% des gens qui peuvent participer. Je vous rappelle toutefois qu'il s'agit d'un spectacle. Donc un spectacle a besoin de spectateurs, et en plus que ce soit spectaculaire. Ce que fait cet hypnotiseur très connu, par exemple, qui passe à la télé, c'est répondre à cette demande. C'est-à-dire que c'est spectaculaire puisqu'il hypnotise les gens très vite, et il a des spectateurs, parce qu'il arrive à en écarter d'autres. Et vous direz, oui, parce que les autres ne sont pas sensibles à son hypnose. Vous êtes sensible, non, mon hypnose, vous n'êtes pas sensible. Pas du tout. C'est pas la capacité d'être sensible, puisque si ça c'est l'éveil et ça c'est le sommeil, s'endormir c'est une hypnose. Donc 100% des gens savent faire une hypnose, 100% des gens se sont déjà réveillés, ou endormis, au moins une fois. Nous avons cette capacité intrinsèque de faire l'hypnose, de la vivre. Par contre, ça peut être différent si quelqu'un d'extérieur vient nous dire « Allez, on y va en plus, là, ici, très profond, et on y va très vite, en moins d'une minute en général, vous avez vu, c'est assez spectaculaire, 30 secondes, une minute, peut-être même moins. C'est un peu comme si vous étiez tranquillement installé à la plage, c'est le monde conscient, sur le sable, la mer, c'est le monde de l'inconscient, le sommeil, et quelqu'un débarque et vous dit « Allez, on va se baigner ». Bien, en fonction de la personnalité de chacun, on pourrait réagir différemment, accepter ou refuser cette invitation. Il ne s'agit pas donc de notre sensibilité à l'hypnose, mais plutôt de la résistance que l'on aurait à être accompagné par cette personne. Et cette résistance, c'est en général inconsciente. C'est-à-dire que même si consciemment on voudrait jouer, si inconsciemment on a une bonne résistance comme ça ne va pas fonctionner. On va faire le test là, moi ça marche pas sur moi, je fais de l'hypnose tous les jours, son test où les doigts restent collés ne fonctionne pas sur moi. Et pourtant, je fais de l'hypnose tous les jours. Entre le conscient et l'inconscient, entre l'éveil et le sommeil. C'est comme
prendre l'avion et partir d'un état pour aller vers un autre état. Et dans ce cas-là, vous percevez bien que le transport peut être toujours différent. C'est très peu probable qu'un avion qui fasse par exemple Paris-New York, nous met à Sydney, suive la même trajectoire au millimètre près. N'est-ce pas? Je ne sais pas vous, mais moi ça me semble très très peu probable. Eh bien l'hypnose c'est ça, c'est toujours nouveau. Et ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est que ça m'amène à vous parler du mot trans, puisque c'est un mot qui est également employé en hypnose. Trans qui signifie entre de façon étymologique. Transport, transsibérie, transatlantique, transmutation décrivent un mouvement, un passage d'un état à un autre état. Et ça confirme l'idée que pour moi, l'hypnose de façon globale n'est pas un état. C'est un passage de nous-mêmes à nous-mêmes. C'est un changement de fréquence du cerveau aussi, de façon physiologique, c'est ce qui se passe. On change de fréquence. Donc être en transe, c'est juste se promener là, entre le conscient et l'inconscient. Lorsque vous vous endormez, vous faites donc une transe dont l'objectif est de dormir. Et comme on est au contact de son inconscient quand on vit cette expérience hypnotique, eh bien on accède également à des ressources. C'est pour ça que ça peut être intéressant de lire ces leçons avant de s'endormir pour les étudiants, parce qu'on intègre plus vite, plus facilement. Faire la sieste, c'est une hypnose. Et oui, cette fois-ci, on décolle, on fait un petit tour et on ratterrit. On ne va pas dans le sommeil. Quand les personnes disent j'ai fait une sieste d'1h30, elles ont dormi. Une auto-hypnose qui correspond à une sieste, c'est plutôt 20 minutes, une demi-heure maximum. Et puis on se réveille comme ça et on se sent ressourcé, on a plein d'énergie. Parce que dans cet espace, en dehors du temps, en dehors de l'espace conscient, on peut accéder à des ressources étonnantes et de l'énergie. Peut-être avez-vous également entendu parler, comme définition, d'état modifié de conscience. Alors ça, c'est pas une définition que j'aime beaucoup, parce que ça sous-entend qu'il y aurait une conscience de référence. Et celle-ci, évidemment, ce serait l'état éveillé. Sauf que toutes les personnes qui ont beaucoup étudié l'hypnose se rendent compte finalement on est bien plus en transe que ce que l'on croit. Et donc c'est tout à fait normal. En revanche, on peut garder l'idée qu'on perçoit le monde différemment d'un moment à un autre, et que ça c'est un indicateur pour percevoir qu'on est en transe. Exemple. Vous sortez d'un film passionnant, vous pensez qu'il a duré 1h30, en fait il a duré 2 heures, 2h30. Vous avez perdu la notion du temps. Vous avez été en transe. Vous avez été tellement focalisé sur une tâche, faire votre jardin, un travail que vous maîtrisez, une concentration extrême, que vous avez totalement oublié le monde autour, peut-être même que c'était tout noir, qu'on vous avait plus à vision périphérique autour. Et en général, on sort d'une telle expérience avec des sensations plutôt agréables, de bien-être. Ça aussi, c'est une transe. Voilà pour ma définition de l'hypnose. Ce qu'il faut retenir, c'est donc que tout le monde est hypnotisable, puisque c'est une aptitude naturelle, inconsciente, s'endormir, se réveiller. Qu'on va à chaque fois peut-être vivre un voyage différent. On ne va pas forcément figer un état. Bien sûr, en hypnospectacle, on cherche le niveau somnambulique. On peut dire même état somnambulique, parce qu'on va maintenir la personne ici. Lorsqu'on fait de l'accompagnement, ce n'est pas nécessaire, c'est pratiqué suivant des stratégies de séance, mais ce n'est pas nécessaire. Pour vivre une belle expérience hypnotique, on peut également faire ce voyage-là. Et puis si des personnes résistent plus que d'autres, c'est ok. Certaines personnes partiront en transe peut-être en moins d'1 minute, l'autre faudra 5 minutes, et puis d'autres il en faudra 20, qu'à cela ne tienne. On prendra le temps qu'il faudra. Alors évidemment, lorsqu'on fait une séance générique sur Internet, bien là,
c'est pas facile, puisqu'on n'a pas de retour immédiat en direct de la personne qui est hypnotisée, de savoir si il faut encore insister, ou si ça suffit largement au bout de quelques minutes. Elle est déjà en transe. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à partager vos questionnements ou vos remarques. Ce sera toujours très bienvenu, dans le respect de tout le monde, bien entendu. Et puis, si vous avez également d'autres demandes sur ces sujets particuliers, faites-les. Je verrai si je peux y répondre et de la façon dont je pourrai y répondre. Et très vite, on se retrouve pour, eh bien, justement, une séance. Voilà, une expérience hypnotique. À bientôt, tata.